L'araignée tisse sa toile, lentement, sûre de son fait. C'est dans l'ordre des choses. L'araignée attend la mouche. La mouche vient s'échouer dans la toile. La mouche a perdu. Elle ne se plaint pas. Il n'y a pas de drame dans la nature. Cette mouche, qui s'épuise dans d'ultimes et inutiles efforts, c'est la première image de mon retour à la conscience. Elle est au-dessus de moi, accrochée à ce plafond blanc cassé, dont la peinture s'écaille. Une deuxième image vient se superposer. Le dessous du menton et les pointes de moustache de deux hommes en pleine discussion. Les bras croisés qui, par inadvertance, jettent un œil sur moi sans me voir. Et j'entends au loin des brides d'un dialogue qui me paraît être celui d'un officier et d'un chirurgien. On va lui donner la Légion d'honneur pendant qu'il est là. Votre diagnostic? Je crains la gangrène gazeuse, mon capitaine. Il a été découvert il y a 6 jours et semble qu'il agonisait sur les lieux depuis au moins 2 jours. Nous l'avons reçu ce matin à l'ambulance. Ils n'ont pas osé y toucher. C'était certainement le premier blessé de ce type. Ses blessures sont un marais de pus. Les matières puruleuses ont envahi la cavité par malheur, car ses souffrances en eussent été abrégées. Une projection de boue a bouché l'hémorragie de l'artère linguale, ce qui explique qu'il n'ait pas perdu tout son sang. Alors, qu'en pensez-vous, la Légion d'honneur? Il est encore temps, mon capitaine. Je réunis tout ce qui me reste d'énergie pour saisir la manche de l'officier. Je veux essayer quelques mots, mais rien ne vient. Alors, d'un signe de la main, je lui fais non, en lui montrant l'endroit où, d'habitude, on accrochait les médailles. Je lui vois l'air surpris, avant de retomber sans connaissance. Je suis réveillé, quelques heures plus tard, par une douleur si forte et si diffuse que je suis incapable d'en localiser l'origine précise. Mes pieds bougent, les deux, les mains aussi. Chacun de mes yeux perce la semi-obscurité. Je suis entier. Avec ma langue qui fait le tour de ma bouche, en bas, elle vient s'appuyer sur les gencives de la mâchoire inférieure. Les dents ont été pulvérisées. Les hauteurs, elles, s'annoncent comme un couloir sans fin. Ma langue ne rencontre pas d'obstacle et, lorsqu'elle vient toucher les sinus, je décide d'interrompre cette première visite. Tout ce vide qui me fait souffrir. De nouveau, je vois s'agiter, au-dessus de moi, deux mentons. Les deux hommes sont en blouse blanche, nouvelle tentative pour parler, qui se solde par un gargouillis sourd comme la plainte d'un grand mammifère. Les médecins n'ont pas remarqué ma tentative malheureuse et continuent à discourir sur mon cas. De longues sangles me maintiennent pieds et mains liés au lit de camp et m'interdisent le moindre geste. On s'agite beaucoup dans ce couloir qui ressemble à une gare de tirage. La guerre a donc bel et bien commencé. Je n'ai pas été victime d'un coup de semence. Une fiche a été faite au poste de secours, mais elle est illisible, couverte de salive et de sang mélangé. Voyons voir. Destruction maxillofaciale, notez mon vieux. Béance totale des parties situées du menton, du sommet du menton jusqu'à la moitié du nez, avec destruction totale du maxillaire supérieur et du palais, décloisant l'espace entre la bouche et les sinus. Destruction partielle de la langue, apparition des organes de l'arrière-gorge qui n'ont plus été protégés, infection générale lisée des tissus meurtris par infection de pus. Il poursuit. Serrions les problèmes. Risque de gangrène par infection des parties meurtries, risque d'infection des voies aériennes et régions pulmonaires par manque de protection, risque d'amnémie par difficulté d'alimenter le blessé par les voies buccales et nasales. Conclusion, chapeau. Vous me dégagez ce bougre à l'arrière, direction Val-de-Grâce. À ma connaissance, il n'y a que là que l'on puisse faire quelque chose pour lui. Si la gangrène ne s'y met pas, en attendant, nettoyez les plaies. Faites-lui un ordre de transport par wagon sanitaire. Pas de transport fluvial, ce serait bien trop long.
Essayez de l'alimenter une fois avant le départ par sonde nasale. Gardez-lui les sangs, surtout s'il est conscient au moment de le nourrir, il risque de souffrir. Rien d'or, Major? Rien d'autre, Charpeau. En attendant, ne le laissez pas là. Ses plaies dégagent une telle puanteur qui va faire tomber ceux qui tiennent encore debout. Je reste de longues heures dans cet état. Je perds progressivement cette étrange lucidité que j'ai connue lors de mes premiers réveils. Je fais un rêve, toujours le même. Mes yeux sont fixés sur les culs de bouteille qui scintillent en tournant pendant que je mâche une grosse boule d'argile. La fièvre se répand dans mes articulations comme une sourde brûlure. Elle pèse sur mon crâne pour s'enfoncer dans ce lit de camp fait de grosses toiles tendues qui me semblent moelleux, tellement ce qui me reste de sens est affligé par mes blessures. Je ne sais plus où je suis. Il me semble que la mort rôde, indécise. Derrière le rideau opaque de mon délire, je sens bien qu'on s'agite. Dans le lointain, j'entends un brancardier qui interpelle une infirmière. On le change de piole pour la nuit. C'est qu'on vienne de se rendre compte que c'est un officier. On ne peut quand même pas le laisser dans une salle commune pour sa dernière nuit à l'avant. Petit matin, l'infirmière qui penche sa tête sur moi a de grands yeux bleu marine. Un léger duvet recouvre son menton. Elle cherche quelque chose dans mon visage. Elle aussi s'occupe de moi sans me voir. Lorsqu'elle réalise finalement que j'existe, elle finit par m'adresser la parole. Elle mesure mon interrogation à l'intensité de mon regard. Je vais vous faire à manger, lieutenant. Vous allez voir, c'est de la bonne soupe. Elle me parle comme les bonnes sœurs le faisaient à ma vieille tante, recroquevillée dans son fauteuil près de la fenêtre. Lorsqu'elle se mettait à deux pour lui desserrer les mâchoires, vieille porte rouillée par des années d'absence. Pour dire vrai, le goût de la soupe m'inquiète moins que la façon dont elle s'y prend pour la faire rentrer. La réponse n'est pas longue à venir. Mon premier repas consistant m'est servi par le tube de caoutchouc surmonté d'un petit récipient qui contient la soupe. Quand on monte le récipient, la soupe descend et vice-versa. De la physique simple. On va vous mettre ça dans le nez. Vous allez arrêter de respirer par le nez pour ne plus respirer que par la bouche. Elle me traite comme un simple d'esprit. C'est sans doute parce que je bave. Un homme qui bave est forcément un innocent. La soupe me rentre par les sinus. Je m'étouffe, me débat. L'infirmière me tape dans le dos. Mon estomac se rétracte, j'ai le hoquet, et on recommence. 6 brancardiers sont alignés sur le perron de l'hôpital de campagne. Pour des raisons que j'ignore, on a finalement renoncé au wagon sanitaire. Ils nous ramènent à Paris en ambulance. 2 fois 3 bannes superposées pour 6 grands blessés. Et 2 brancardiers qui se relaient pour conduire. Il faut compter au moins 12 heures dans cette voiture avant d'atteindre Paris. On m'installe en bas à gauche, derrière le chauffeur. Je n'ai pas la force de me relever pour voir qui sont mes compagnons de voyage. Celui qu'on installe au même niveau que moi doit avoir juste 18 ans. Il a un profil d'ange aux yeux clos. Ses couvertures dessinent la silhouette de son corps jusqu'à la base de ses genoux, puis elle s'affaisse brutalement. L'ambulance démarre, et avec elle les gémissements de mes camarades. Un sergent d'infanterie, dont j'aperçois les galons sur la manche qui pend dans le vide, implore sa mère entre 2 sanglots de petit garçon. Pendant toutes ces heures, je n'ai d'autre horizon que la toile de lin de la banne au-dessus, et de cette tache de sang qui s'étend au fil des heures comme un buvard. La douleur se réveille dans mes sinus pour se répandre dans tous les tissus de ma face. Je me surprends à rêver de cet opium dont parlent les grands voyageurs et qui viendrait desserrer la tenaille qui m'enserre la bouche. Le concert des gémissements s'éteint peu à peu, comme si chacun quittait le cœur à son tour pour sombrer dans le noir. Les portions de pavé ont eu raison des fractures ouvertes. Le jeune soldat, aux yeux blonds, repose, le visage livide. Il ne s'est pas réveillé depuis le début du voyage. Il me
peignent un portrait à la plume de l'Aiglion sur son lit de mort, que j'avais vu chez mon grand-père dans une édition du siècle dernier du magazine Pittoresque. Après quelques heures, l'ambulance s'arrête dans la cour d'un hôpital. On ne peut pas être déjà arrivé. Les portes de l'ambulance s'ouvrent pour laisser monter un médecin. Après un rapide examen des 6 blessés, on ordonne en les montrant du doigt: dégagez-moi ces deux-là, ils sont morts. On en a 2 autres à vous donner. On change les conducteurs comme on remplaçait les chevaux des anciennes postes. On amène les Glions, dont le corps statufié par la raideur cadavérique résiste aux angles de l'ambulance. Puis dans le tour de mon voisin au-dessus, la bannière est aspirée de ce qui restait du sang. On installe les 2 suppléants et on redémarre. Mon nouveau voisin cherche à me parler. Dis donc, toi, tu sais qui on va? J'essaie de répondre, mais il ne sort que des bulles d'air, comme si j'étais en train de mâcher du savon. Pas un seul son. Résigné, il s'installe dans son coin, s'engage dans un long monologue. La chaleur monte et je sens des crampes dans le visage, comme si chaque muscle se resserrait, puis cela se transforme en une immense rage de dents, où chaque nerf joue sa partition. Le soldat qui soliloque parle avec sa mère, lui raconte sa guerre. Il a peur qu'on le gronde, lui répète qu'il n'a rien fait de mal et que les Allemands lui ont envoyé une marmite dans les jambes. L'ambulance saute sur les pavés. J'entends l'interminable grincement des barres de suspension. Sous la sangle, je serais déjà sur le plancher. J'ai soif à force de transpirer et de baver. Cette soif devient obsédante, au point que je me demande si je ne préfère pas la douleur. L'ambulance s'arrête en rase campagne. Les portes s'ouvrent, laissant s'engouffrer l'air tiède du jour qui tombe. Les 2 ambulanciers, là, ils font une drôle de tête. Nom de Dieu, quelle puanteur! Moi, je ne sens rien. Je réalise que j'ai perdu l'odorat. Et n'en avais pas eu conscience jusque-là. L'air qui vient des prés m'apporte une sensation de fraîcheur, mais pas le moindre parfum de ces fins d'après-midi d'été. Les 2 grosses gourdes en toile qu'on apporte me ramènent à la préoccupation immédiate. Les 5 autres blessés sont abreuvés à grandes giclées. Quand vient mon tour, l'ambulancier grimace et appelle son acolyte. Dis donc, on n'est pas équipé pour le faire boire celui-là. Ce n'est peut-être pas recommandé. Si on fait une connerie, on va se faire sonner les cloches. Laisse tomber, il tiendra jusqu'à ce soir. Les portes se referment, le convoi redémarre, le moteur, de plus en plus bruyant, me fait craindre le pire. Une nuit sans boire, en rase campagne. Finalement, je m'assoupis sur ma planche, tandis que la fièvre qui monte endort mes douleurs pour s'assécher encore plus. Lorsque je me réveille, la nuit martèle le toit de l'ambulance. Notre petite vitesse et les changements de direction me font supposer que nous sommes entrés dans une ville. Une dernière enfilade de pavés, le crépitement des pavés avant de s'immobiliser. Des portes s'ouvrent. On nous sort l'un après l'autre. J'essaie d'ouvrir la bouche aux grandes gouttes d'orage, mais on ne sait jamais. S'il faut attendre l'avis du médecin général pour me faire boire, et je peux rien dire, et quand même bien je n'ai rien à dire. La chambre réservée aux officiers est vaste, comme une salle des pas perdus. De hauts plafonds blancs craquelés, plus longs que larges, et une bonne dizaine de fenêtres à croisillons qui donnent sur une cour étroite que j'imagine être le lieu de promenade des convalescents. Il est un peu tôt pour les convalescents. Les premiers blessés commencent seulement à arriver. Ceux que l'on achemine ici, à l'arrière, sont les plus touchés. Les liens en fer ont été soigneusement allongés face aux fenêtres, loin des courants d'air. Chaque détail, l'ordre méticuleux qui régit dans cette salle donne à penser qu'on attend du monde. Les couvertures sont au carré, les bassins soigneusement disposés sous les lits. Je suis le premier arrivant à l'étage des officiers blessés de la face. Ces lits, vides, vont être progressivement occupés par des hommes qui ne savent encore rien de leur destinée. Pour eux,
Le sang est encore hésitant. Une jambe, un bras, un éclat d'obus dans le ventre, la tête, ou tout simplement un souci de quelques semaines. Ceux qui me rejoignent auront des souvenirs de combats, de corps à corps, de grandes offensives, alors que j'ai été abattu sans avoir jamais croisé le feu, ni même le regard de l'ennemi, et que je ne pourrai jamais rencontrer à mes enfants à quoi ressemble un Allemand. Je devrais inventer de grosses moustaches et le casque à pointe. En ces premiers jours de septembre, mes blessures au visage me causent moins de souffrance que cette défaite sans combat, que l'absurdité de mon sort que je n'ai ni construit ni défendu. Ma tête est entourée de bandelettes qui me laissent à découvert que ma bouche et mes yeux. Probablement est-ce assez pour donner à mon visage une expression. Parce que nous sommes seuls, lui et moi, dans ce hall de gare, l'officier qui s'affaire au-dessus de chaque lit m'adresse la parole. C'est un homme trop âgé pour faire la guerre et trop jeune pour ne rien dire. C'est reparti comme en 70. On recule. On dit qu'avant 10 jours, ils seront sur Paris. Si c'est pas malheureux cette affaire. Moi je dis, il n'y a pas. Il faut le feu sacré, sinon c'est la débâcle. En attendant, dites-moi, ils vous ont bien arrangé, hein, les boches. Et où que c'est qu'on vous ait mis là? Dans les Ardennes? Vous pouvez pas parler? Une sacrée charpie, hein, pour qu'il vous ait amené jusqu'ici. Même si vous pouvez pas parler, vous pouvez écouter, pas vrai? Hier, je discutais avec la surveillante d'étage. Pas la petite sèche qui a du poil au menton, hein. Elle, c'est pas la chef. C'est pas une chef. Mais la grosse boulotte qui parle bien avec les autres. Elle disait si s'attendait à recevoir de sacrés colis ici. Et d'après ce qu'elle dit, dans votre salle, ils vont mettre que des inquiétés de la drogue, quoi. Que des officiers défigurés, qu'elle l'a dit, hein. Ils ont fait la même chose pour le simple soldat à l'étage au-dessus, et ça, et ça se remplit déjà. Pour les officiers, vous êtes le premier, hein. Sacré veine, hein. Comme ça, vous choisirez votre plumard. C'est par rapport à cette clientèle qui m'ont demandé d'ôter tous les miroirs. Vous comprenez, il y aurait des mauvaises surprises. Pour les barreaux aux fenêtres, c'est pas moi, hein, ils y étaient déjà. Puis, dévissant le dernier miroir, ils vous ont drôlement arrangé, hein. Mais vous êtes bien retombé. Ici c'est propre, puis vous verrez, il y a de jolis lots dans les infirmières, hein. Et puis, vous êtes un héros, hein. C'est plus facile pour les gens comme vous, hein. Et comme on voit pas ce qu'il y a derrière les bandages, elles s'imaginent le meilleur, ces bourgeoises, hein. Voilà, je vous quitte. J'espère seulement qu'on va pas être obligé de vous évacuer vers le sud, hein. De cette façon, dans l'état que vous êtes, vous craignez plus rien. À la revoyure, monsieur l'officier. Les miroirs disparus. On laissait de grosses ombres rectangulaires au-dessus de chaque lit. L'infirmière entre la première, tête baissée, regard décidé. Puis vient le médecin, grand type un peu voûté, une quarantaine d'années, la démarche volontaire. Et trois enjambés, ils sont devant mon lit. Bonjour, lieutenant. Votre solitude ne vous pèse pas? Je crains que d'autres camarades soient déjà en chemin. Ce soir peut-être, ou demain ou plus tard. Vous ne souffrez pas trop? Et sans attendre la réponse que je ne peux lui donner. Vous n'êtes pas genre à vous plaindre, hein, n'est-ce pas? Bon, programme est le suivant. On va vous alimenter. Vous devez vous faire du sang et de l'os. Vous verrez ici, on est à la pointe du progrès. Dans 2 ou 3 jours, on va vous opérer, remettre un peu d'ordre. Ensuite, du repos, hein. Toujours du repos, hein. On passera aux choses sérieuses. Toujours. Tout va prendre du temps, hein, bien sûr, mais du temps, vous en avez. Pas pressé de retourner au front, je présume, non? Et comme pour me donner du courage, si la guerre s'éternise un peu, vous aurez sûrement l'occasion d'y retourner avec un visage flambant neuf. Je vous garantis même la repousse de la moustache.
Je passerai tous les matins, on va vous fournir une ardoise et une craie jusqu'à ce que vous puissiez parler. Puis sur le ton de la confidence. Vous savez, c'est de la chance, hein. La face, c'est impressionnant, mais c'est sans complication. De très bonne capillarité vasculaire, pas de gangrène. Contrairement à ce que croyait la vieille école. Ne vous préoccupez que des deux choses. Bien respirer et bien manger. Le reste, c'est mon affaire. Enfin, à haute voix, s'adressant à l'infirmière. Voyons, nous sommes lundi. Vous allez me le faire manger 3 fois par jour jusqu'à demain soir. Il me le faut un jeun pour mercredi matin, opération à 6 heures. S'il souffre vraiment trop, faites-lui un peu de morphine. Mais qu'il n'y prend pas goût, hein. On n'a pas assez pour tout le monde, si le flot continue comme ça. À bientôt, lieutenant. L'infirmière a le visage bonasse de ceux qui consacrent leur vie aux autres sans jamais se préoccuper d'eux-mêmes. Elle me relève dans mon lit. Je vais vous faire à manger. Elle revient quelques minutes plus tard, un grand plateau de bois dans les bras, qu'elle pose à mon chevet. La soupe fume dans un bol, de petits morceaux recroquevillés dans une assiette blanche. Une pince aux mâchoires qui s'entrecroisent. L'infirmière verse la soupe dans un récipient qui ressemble à une tête de canard. Avec la pince, elle écrase les petits morceaux de bouts de viande qui se mêlent dans la soupe. Elle introduit dans ma bouche le bec de canard qui déverse sa mixture. Mais lequel des deux ressemble le plus à un canard? De l'instrument ou de moi que l'on gave? J'ai le pressentiment que cette étrange manœuvre va se transformer en un rituel sans fin, et que je ne pourrai plus jamais sans canard ou mastiqueur. L'infirmière revient me voir alors que j'essaye tant bien que de mal à m'habituer. Mon estomac a travaillé seul. Elle parle fort, comme si j'étais sourd. Et en plus de tout le reste. Vous apportez une ardoise, une craie, si vous avez quelque chose à me dire, et des feuilles de papier et un crayon pour écrire à votre famille. Faut leur dire où vous êtes, hein. Je dispose en tout de 4 petites feuilles. Je ne peux donc me permettre de recommencer plusieurs fois. Je n'ai qu'un souci, mettre du temps, et de la distance entre moi et mes proches. Je veux qu'on me mette entre parenthèses. Ne pas être un sujet de préoccupation, mais encore moins d'inquiétude. Je m'attelle donc à rédiger une lettre plus rassurante, encore comme si j'étais sur le front, entre deux combats. Ma chère mère, mon cher grand-père, mes chères sœurs, je vous écris de Paris, plus précisément de l'hôpital de Val-de-Grâce. J'ai été blessé par une marmite allemande pendant une reconnaissance. Rien de grave. Aucune partie vitale atteinte, ni yeux, ni jambes, ni bras, seulement la clavicule endommagée. Une bonne nouvelle pour vous tous. Je ne retournerai pas au front. Ici, je mange bien, les infirmières s'occupent de moi. C'est la vie de château. Je dois rester plusieurs semaines pour éviter les complications. Ce n'est pas le moment pour vous de remonter au nord. Restez où vous êtes. Je descendrai dès que possible. C'est un peu la panique et les blessés affûtent en nombre. C'est pourquoi les visites ne sont pas autorisées. Dites à mon oncle et à ma tante Shaw-Montel de ne pas se déplacer. Ce serait en vain pour le moment. Vous voilà rassuré. La guerre est terminée pour moi. J'ai fait mon devoir et c'est ce qui compte le plus. Je vous écrirai le plus souvent possible. Si vous ne recevez rien pendant plusieurs semaines, mettez-le sur le compte de la poste, car je vous assure ici, rien ne peut m'arriver. En fermant la lettre, j'ai le sentiment d'avoir gagné un peu de temps, et je me surprends à espérer que la guerre dure encore plus longtemps. Il me reste 3 feuilles. Elles sont pour Alain Bonnard, mon plus vieux camarade, de l'école primaire jusqu'au service militaire. Nous ne sommes jamais quittés. C'est à ce moment seulement que nos chemins se sont séparés. Bernard était né avec une petite main. Ses doigts de la main droite étaient restés comme ceux d'un enfant de 8 ans. Il aurait certainement pu dissimuler plus facilement cet handicap, si les gens ne tendaient pas principalement la main droite. Comme souvent chez eux, on le
qui se sentent diminués, Bonnard avait compensé son infirmité par une intelligence supérieure et, s'il n'avait pas tenté l'école polytechnique, c'est parce qu'il ne sentait qu'incapable et qu'il ne voulait pas y rester seul. Je savais que je représentais à ses yeux une sorte d'accomplissement physique, qu'il aurait été volontiers échangé contre une intelligence moins vive comme la mienne. Bonnard était une parfaite réussite de l'école de la République, qui avait permis à un fils de cafetier du Périgord de devenir ingénieur. Et il souffrait beaucoup du fait que le conseil de révision ne lui avait pas permis de rendre à cette République ce qu'il pensait lui devoir. Il ne porterait jamais l'uniforme d'officier, auquel il aurait pu prétendre. On avait préféré l'affecter à un obscur bureau d'études dans une usine d'armement. Dans ma lettre que je lui disais simplement que j'avais été blessé à la tête sans danger pour ma vie, mais que je prévoyais une longue convalescence, raison pour laquelle je lui demande de m'apporter un jeu de cartes et des livres dont je lui laissais le choix. N'ayant pour ma plupart, comme s'il le savait, aucun goût littéraire particulier. Je lui faisais part de mon souhait qu'il reste la seule de mes connaissances parisiennes, ou même provinciales, à savoir où je me trouvais. 3 séances de canard et de masticateur. Plus tard, me voilà à la veille de mon opération. Aucun fait majeur ne vient marquer cette journée et demie, si ce n'est l'annonce par le médecin d'une visite prochaine du ministre de la Guerre aux blessés dont je fais partie. Je dors déjà depuis plusieurs heures d'un sommeil profond, lorsqu'un va-et-vient s'inscrit en toile de fond dans mes rêves. Ce sont des nouveaux blessés, qu'on achemine pendant la nuit et qu'on installe dans la chambre. À l'aube, on me transporte à la salle d'opération, et là, on m'envoie à l'éther. Lorsque je me réveille, quelques heures plus tard, j'ai une forte nausée et des douleurs persistantes qui fourmillent sur la face. Ils m'ont monté des bandages afin d'empêcher la macération des plaies et 2 sangles retiennent mes poignets au pied du lit, pour éviter que, dans ma demi-conscience, je ne vienne infecter les cicatrices. Je suis dans le noir, on m'a placé au-dessus de la tête d'un châssis en forme de dôme, comme on trouve dans les jardins soignés, pour protéger une jeune plantation. La grande toile qui recouvre l'ensemble me plonge dans l'obscurité. Je ne retrouve ma pleine lucidité que l'après-midi du lendemain, quand, débarrassé de mon paravent facial, j'ouvre les yeux à la lumière pour apercevoir, à 2 autres coins de la salle, 2 blessés immondes, dont l'un râle à voix basse sans force. C'est le moment que choisit Bernard pour entrer dans la pièce. Main droite dans la poche, je m'étonne qu'on l'ait autorisé à venir jusqu'à moi, et j'imagine que c'est là un traitement de faveur, qui cessera lorsque le nombre m'aura replongé dans l'anonymat. Il me voit le premier, détourne son regard pour s'approcher des autres blessés, dont il scrute le visage, s'immobilise, se retourne à nouveau vers moi, alors que je lis l'horreur dans son regard et que je le crois prêt à repartir en espérant s'être trompé de salle. Je lui fais un petit signe de main. Pendant qu'il s'approche à petits pas gênés, je saisis maladroitement mon ardoise d'écolier émacrée et écris en grosses lettres: C'est moi, mon vieux. Il s'assied au pied du lit, me prend la main et se met à pleurer, submergé par un flot de larmes contre lequel la pudeur de notre vieille camaraderie ne peut rien. Comme pour détourner mon attention, il commence à sortir un petit béca, un jeu de cartes et quelques vieux livres. Il a ajouté une plaque de chocolat et un paquet de tabac qui rentre aussitôt dans son sac. Tu as besoin d'autre chose? Je lui fais le nom de la tête et saisis mon ardoise. Peux-tu me rendre un dernier service? Bien entendu, répond-il. Prêt à tout pour m'aider. Tu sais que tu peux compter sur moi. Une femme a laissé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Tu peux me la rapporter? Où est la clé? Chez la concierge.
lui dis-je. Dis-lui que tu viens de ma part. Je vais m'en occuper, Adrien. Je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Je le sens bouleversé, par l'horreur du spectacle, bien sûr. Encore que j'éprouve une certaine difficulté à imaginer ce qu'il voit, mais surtout par ce changement dans l'ordre de nos rapports. Sa petite main d'enfant doit lui sembler bien peu de choses maintenant. Je le sens pressé de mettre fin à notre première visite. Et à tant de confusion et d'émotion en un si court temps. Avant de partir, il serre une dernière fois ma main entre les deux siennes et bredouille. Tu es un héros, Adrien, un vrai héros. Je reviendrai bientôt. Le matin suivant, je me lève. Pour la première fois, ma démarche est hésitante. Je longe les fers des lits comme le premier marin explorateur longeait les côtes. Et chaque pas, je crains de m'effondrer. Mais la curiosité est plus forte que l'appréhension, non? Lorsque enfin j'atteins mon but, je me penche sur un de mes compagnons arrivant. Mon compagnon de chambre gît sur le dos, un petit crucifix dans la main droite, serré contre sa poitrine. Sa face est à l'air libre, sans aucun bandage. Un obus, certainement, lui a enlevé le menton, la mâchoire a cédé, comme une digue sous l'effet d'un raz-de-marée. Sa pommette gauche est enfoncée et la cavité de son œil est comme un lit d'oiseau pillé. Il respire doucement. Je reprends mon chemin, faisant halte à chaque lit vide, jusqu'au troisième occupant de la salle. Sa pommade et ses cheveux noirs contrastent avec la blancheur de son oreiller. Son profil est plat. Le projectile lui a soufflé le nez, lui laissant les sinus béants. L'absence de lèvres supérieures lui donne un rectus inquisiteur. Je comprends pourquoi notre salle se remplit si lentement. Pourquoi nous sommes au dernier étage. Dans cette grande salle sans glace, chacun d'entre nous devient le miroir des autres. Le médecin entre le premier, suivi du médecin général, de deux officiers d'état-major qui entr'ouvrent la voie au ministère de la guerre. Nous sommes que trois, et je suis le seul conscient. Le médecin me présente en quelques mots au ministre. Lieutenant du génie Fournier, monsieur le ministre blessé dans la meule lors des toutes premières heures du combat. Monsieur Fournier, enchaîne le ministre, je suis venu vous exprimer la reconnaissance de la patrie pour la bravoure et le sacrifice dont a été les vôtres. Sans des hommes comme vous, la terre de nos parents, que nous devons transmettre à nos enfants, serait livrée à la barbarie allemande. Nous sommes fiers de vous. Il me serre la main, m'interroge. D'où êtes-vous, lieutenant? Le médecin se précipite. Il ne peut pas encore parler, monsieur le ministre. J'espère qu'il entend au moins. L'officier d'état-major s'avance. De toute façon, votre propos a été noté pour la presse, monsieur le ministre. Très bien, très bien. Courage, lieutenant. On me dit que dans quelques semaines, vous serez sur pied, prêt à retourner au front. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Au revoir, lieutenant. Le ministre ressort de la salle avec son aéropage, dans un vacarme qui ne réussit pas à réveiller les deux autres compagnons. Je ne réalise pas très bien l'événement qui vient de se produire, et pourtant je retire une vraie fierté. Le blessé à la pommade s'est éteint ce matin. L'éclat d'obus a fait son œuvre au cerveau, sans lui laisser la moindre chance. On est venu l'enlever quelques minutes après la première ronde de l'infirmière. À la hâte, comme pour le faire disparaître toute trace de son passage. Un nouveau blessé est venu le remplacer, quelques heures plus tard. L'infirmière, parce que je suis le plus ancien de la chambrée, se fait un devoir de m'informer des mouvements. J'apprends aussi que le nouveau venu est un pilote dont l'aéroplane s'est écrasé en flammes dans les plaines de la Marne. Les Allemands sont donc arrivés jusque-là. Il est encore vêtu de son blouson et chaussé de ses bottes d'aviateur qui font admiration des hommes de l'infanterie.
mais son visage, que je n'aperçois que le clair-obscur de la fenêtre qui surplombe le lit, ressemble à un grand caramel noir, brûlé et déformé. Plus de traces de moustache, ni de paupières. Plus aucune forme humaine. Lors de sa visite quotidienne, le chirurgien m'annonce que ma première opération a été un succès et qu'il a réussi à revenir au bout des multiples constrictions que le repli des tissus déchirés avait engendré. Il détaille la suite des opérations avec beaucoup de franchise. Conséquence, dit-il, de la confiance qu'il accorde à ma qualité d'officier. Pour tout dire, lieutenant, je suis dans l'attente de matériaux nécessaires pour la reconstitution de votre maxillaire supérieur, et en particulier de votre palais qui, vous le savez, fait défaut. Pour cela, je ne vois pas d'autre méthode qu'une greffe osseuse. J'envisage de vous greffer des os humains. Je suis dans l'attente d'os de nourrissons qui seraient décédés, fortuitement. J'ai informé mes collègues médecins des hôpitaux civils du caractère présentant de ma requête. Dès que l'un d'entre eux sera en mesure d'y accéder en me fournissant cette matière première, si vous me passez l'expression, je pourrai hâter la reconstruction de votre mâchoire supérieure. Cela ne réalisera pas bien entendu une seule opération, mais nous sommes sur la bonne voie. La nuit tombante, la chambre au plafond est silencieuse, comme à l'accoutumée. J'appréhende ces nuits agitées, ces cauchemars oppressants qui me réveillent à intervalles réguliers et qui recommencent là où ils s'étaient interrompus, avant que je me rendorme, bercé par le râle sourd de mes compagnons qui s'accrochent à la vie sans le savoir. Les réveils sont encore plus terrifiants, car ils déchirent le voile de l'irréel. Sous les tiers, parvient à réveiller mon odorat pour l'endormir aussitôt, et le goût qu'on dit venir du palais s'efface pour toujours devant la soupe de légumes broyés qu'on m'intube jour après jour. J'ai la sensation que toute ma personne est désormais organisée autour de ce trou, de cette béance qu'on ne sait combler. Seuls les bois des serres repoussent après la tombée, et lorsqu'on est au point de joindre la lèvre inférieure au bout d'un nez qui n'a plus de cloison, on est incapable d'imaginer comment on pourrait donner forme à ce guenil. Je rêve de Clémence, chaque nuit. Le jour, je m'y défends d'y penser. De raviver son souvenir et encore moins d'imaginer son avenir. Ce qui différencie l'animal de l'homme, c'est que l'animal ne fait aucune place au futur. Dans mon cas, ce serait une commodité. Mais le présent n'apporte aucun souvenir non plus. Je n'ai pas encore le goût de lire les histoires des autres, de me plonger dans la trame de leur vie, alors que la mienne me paraît si cahutée. Tandis que mes compagnons luttent pour le retour à la conscience, je joue aux cartes, seul. Je fais des patientes, comme mon grand-père m'a apprise. De temps en temps, je fais une pause dans mes réussites pour observer les autres, et dans le silence de cette grande salle, je ne vois que leur poitrine se soulever au rythme de leur respiration. La nuit est tombée, depuis plusieurs heures. Le chirurgien entre dans la salle, il est seul et sa démarche est plus lente que d'habitude. Il tire un tabouret à lui pour s'asseoir et se penche sur moi, examinant rapidement mes plaies. On progresse, Fournier, on progresse. Vous êtes hors de danger. Je pense que vous en doutiez, non? Maintenant, il nous reste ce trou. Mon problème, c'est comment arriver à indiguer ce flot continu de salive. Tirer de la peau pour refaire la lèvre supérieure, c'est rien. Le plus dur, c'est de faire prendre les greffes de cartilage pour que cette peau puisse s'appuyer sur du solide. Vous avez de la chance d'une certaine manière. Votre langue est partiellement intacte. Vous avez tout ce qu'il faut pour parler. Mais pour, mais pour que ça devienne audible, il
faudrait pouvoir canaliser le son. Pour l'instant, il part dans tous les sens, inévitablement. Mais on va y arriver, vous verrez. Puis, puis se retourne pour contempler la salle. Pas grand monde ici. Si vous voyez chez le simple soldat, on travaille à guichet fermé. La première salle, de 48 lits, est pleine. De mémoire de chirurgien, on n'avait jamais vu ça. Surtout pour les blessés du visage. C'est à cause de l'infanterie. Les boches. C'est pas le genre à balancer du petit plomb. Hein. La médecine avance, elle fait des pas de géant. D'ici la fin de la guerre, on refera des visages neufs, comme si rien ne s'était passé. De la destruction massive pour élever le niveau de la connaissance, c'est paradoxal, non? Bon, il va falloir que j'y aille. J'opère à 5 heures demain matin. J'en ai fait 14 aujourd'hui. Et il n'y en avait pas de pareil. Il y a tellement de cas différents que je me demande si un jour on va arriver à une typographie des problèmes. Les jambes, les bras, c'est simple, on coupe. Puis, plus ou moins haut, mais on ne fait que couper. En maxillofacial, le problème, c'est pas d'amputer, mais c'est de faire repousser. Et là, c'est passionnant. Plus pour nous que pour vous, hein. J'en conviens. Allez, cette fois, je vais me coucher. Il me fait une petite tape amicale sur le bras en se levant, puis s'en va jeter un œil sur mes camarades avant de quitter la pièce, en lâchant un grand soupir. Il est déjà tard. J'ai décidé de me relever. J'ai mal. J'ai froid de l'intérieur. Je défais un des nombreux lits inoccupés pour me saisir une couverture dans laquelle je m'enroule comme un Indien d'Amérique. Je marche dans le couloir en direction des lumières de la rue. Là, à la fenêtre, je trouve naturellement un angle où la vitre, fusionnant l'obscurité profonde de l'hôpital et la lumière des becs à gaz, dessine une image qu'elle me renvoie. Je suis dans ce qu'on appelle une phase de séchage. Je n'ai pas le moindre bandage et je découvre ainsi l'image d'un homme avec le milieu du visage, un tunnel au contour loqueteux. Ce reflet irréel et pourtant vrai ne m'affecte pas. Je m'étonne de ne pas avoir envie de pleurer ni de ressentir la moindre angoisse. Et je suis d'autant plus surpris quant à mon estomac, qui heureusement se mettra à vomir sur la couverture imprantée. Je n'en suis plus à compter les défaites. Bonnard fait son entrée après la séance de soins du début d'après-midi. Il semble toujours aussi impressionné, à l'affût de détails qui viendraient lui confirmer que ce ne soit bien son ami qui est en face de lui. Il approche sur la pointe des pieds, de peur de réveiller ceux dont on entend fébrilement le retour à la conscience. Il tend une lettre. C'est pour toi. J'ai trouvé ça dans ta boîte aux lettres. Je décachette l'enveloppe. Je ne veux pas lui donner une importance considérée. Cette lettre est mon ultime lien avec le monde. De ma main qui me sert pas à tenir la lettre, je serre l'avant-bras de Bonnard comme si j'étais sur le bord du précipice. Et je lis. Cher Adrien, le moment que j'ai volé à vos côtés m'a paru bien court. Mais cette délicieuse intensité, j'ai cédé à la profondeur de votre regard, puis donne cette importance de force à votre visage si parfait. Nous avons cédé, j'en suis sûr, à cette folle journée de mobilisation. Vous connaissez mes engagements et la nécessité qu'a de moi celui auquel je suis lié. Se revoir serait une folie. Il ne faut rien construire sur cet attrait physique partagé, mais sans lendemain. Il serait trop cruel de votre part de m'en tenir rigueur. Pardonnez-moi de vous laisser aucune adresse et de confier aux soins du hasard de vous revoir un jour. Je n'oublierai pas le visage qui m'a enchanté. Merci de me laisser à mes devoirs. Votre sincère et dévoué, Clémence. Je relis la lettre, conscieusement. Je la poste sur la petite table de chevet. Je prends une ardoise d'écolier, ma craie, et j'écris. Merci de t'être rangé.
Cette lettre était importante. Parle-moi de toi. Que deviens-tu? Je suis affecté au bureau d'études de Bachelot et Roy, une usine d'armement qui fait des fûts de canon. J'ai l'impression d'être utile, de participer à l'effort de la guerre. Bien sûr, mon nom ne sera pas écrit sur les livres d'histoire pour les enfants, mais je fais de mon mieux pour aider le pays. As-tu des nouvelles du front? Je fais non de mon index. On a eu chaud. Les Allemands nous ont fait reculer sur les bords de la Marne. Finalement, on a réussi à les repousser. Il s'en est fallu de peu qu'ils n'entrent dans Paris. Nous avons repris l'offensive maintenant, mais je crains que la guerre ne dure plus longtemps que prévu. Si tout n'est pas terminé avant l'hiver, il faudra attendre au moins le printemps ou l'été. Nous sommes dimanche. Bonnard passe le reste de l'après-midi assis à côté de mon lit. Je ne lui propose pas de petite promenade. Je n'ai pas le courage d'affronter le regard d'un homme debout, même si c'est un estropié. C'est encore trop tôt. Je condamne donc Bernard à me parler pendant tout cet après-midi. Et son agité, dans l'art difficile du monologue, me montre une fois de plus la finesse de son esprit et la qualité de son amitié. Je me souviens de son goût pour la peinture et de ses dons que j'ai pu entrevoir lorsqu'il laissait traîner un dessin ou une aquarelle dans sa chambre interne à l'école. Je sais que c'est une passion d'autant plus forte que c'est sa petite main qui peint. Alors qu'il s'est obligé à écrire de la main gauche, il ne parle des cubistes, des maîtres, et m'affirme que cette école ne résistera pas à la violence de l'époque, que lui-même travaille à donner plus d'expression à son travail et que l'après-guerre sera une période de profond bouleversement pour l'art pictural. Lorsqu'il me quitte à la nuit tombante, sans jamais m'avoir vraiment parlé de lui, il promet de revenir le dimanche suivant. Les dernières infirmières passent et les lumières se sont éteintes les unes après les autres, et j'ai rendu mon repas. Mon estomac est las de travailler seul, sans aucun soutien de mes dents. Mes glandes salivaires s'emballent en produisant d'énormes quantités de mousse. Je me sens je ne sens aucune amélioration sur le chemin de la déchéance. J'attends qu'un nourrisson soit arraché à l'amour de ses parents pour qu'on me pente la mâchoire supérieure. Celle dont j'entendais un peu de vie m'écrit pour me clouer dans une porte comme une chouette blanche, et nous sommes sur le point de perdre la guerre. Bonnard me cache par amitié. Je me lève à tâtons pour rejoindre le placard où sont rangées mes affaires militaires. En attente de consignation, dès que ma réforme définitive sera prononcée, mon pistolet est bien là, dans son étui. Erreur administrative, il aurait dû être consigné. Je sens sa lourde crosse, les balles sont dans la ceinture. J'en prends 3, que j'enfonce avec beaucoup de précaution dans le barillet. 3 balles pour 3 bonnes raisons de mourir. J'appuie le canon sous mon oreille, le seul endroit indolore de ma tête. C'est une étrange sensation que de se sentir à sa propre merci. Un moment privilégié pour réaliser à quel point l'existence se déroule dans la peur de la faim. Ce n'est ni l'image de ma mère, ni celle de ma sœur ou de mon grand-père qui m'empêche d'appuyer sur la détente. C'est simplement l'idée que je suis en train de terminer un travail commencé par les Allemands. Je range finalement mon pistolet dans sa sacoche, là où je l'avais pris. Je referme le placard avec grand bruit, en espérant que mes camarades sont enfin réveillés. Le service occupe maintenant chaque chambre. Au premier étage, 2 chambres pour les simples soldats. Au deuxième, une chambre pour les officiers subalternes, blessés à la face. Au troisième, une chambre pour les officiers subalternes défigurés. Et au fond du couloir, une chambre plus petite pour les officiers supérieurs. Cette chambre ne compte qu'à seul pensionnaire, un colonel. Le premier de mes 2 compagnons à sortir de la conscience est celui qui tient dans sa main refermée un petit crucifix d'argent. C'est un capitaine de cavalerie tombé lors d'une offensive matinale dans l'Argonne. Henri de Penaster
c'est le nom inscrit sur sa fiche accrochée au barreau de son lit. Sûrement un breton. La moitié de son menton a été emportée par un éclat d'obus qui lui a déchiré la carotide au passage. L'œil crevé, l'orbite défoncée, c'est un fer du cheval qui le suivait, qui l'a heurté en retombant, tué par les balles de l'ennemi, alors que, le, alors que Penanster gisait déjà. Couché par sa première blessure, Penanster aurait dû se vider comme un lapin, si la boue n'était pas venue indiguer l'hémorragie de sa carotide ouverte. Encore conscient et se croyant condamné, il a supplié une petite infirmière de l'avant de lui procurer une croix. Elle a décroché celle qui était à son cou et l'a prise dans ses mains qu'il n'a plus desserrée, même dans ses moments de profonde inconscience. Il n'avait pas encore repris ses esprits qu'on lui a installé un ouvre-bouche à vis pour lutter contre la constriction des mâchoires. Chaque jour, une infirmière vient, vient mesurer les progrès de l'ouverture buccale, qu'elle note soigneusement sur une feuille de papier suspendue au pied de son lit. Pierre Veil, le pilote brûlé, est recouvert de matière grasse sur le visage et sur les mains. Lorsqu'il a été touché, le moteur s'est enflammé, lui embrasant les mains et le visage autour de lunettes, lui protégeant ses yeux. Comme le sort n'en avait pas encore terminé avec lui, l'atterrissage en catastrophe s'était achevé contre un arbre qui l'a projeté en dehors de l'habitacle, le sauvant de l'incendie en lui fracassant le visage. Il n'a finalement que les morts qui puissent nous envier. Encore, j'en doute. Clémence est en filigrane dans toutes mes pensées. La sensation de trahison qu'a fait naître cette lettre ne m'a détourné d'elle que pendant quelques jours. Je sais que je la reverrai. Cela dût-il prendre des mois, des années, je la regarderai se faner, je verrai le temps affaiblir ses contours, creuser sa beauté, car moi, le mutilé de la face, je ne vieillirai pas. La guerre m'a fait vieillir à 24 ans. Je n'ai eu le courage de me suicider. J'ai eu le courage de ne pas me suicider. La rancœur, l'aigreur menaçante, je fais face à l'ennemi intérieur. Les feuilles des arbustes de la cour des convalescents ont pris une couleur d'automne. Elles commencent à tomber, couvertes de givre. La guerre prend ses quartiers d'hiver, chacun se cantonne dans ses positions, dit-on. Bonnard avait raison. Bonnard a tout souvent raison. De nouveaux mentionnaires ont rejoint la chambre du silence. Aucun ne parle. On se croirait dans une bibliothèque où chacun étudie dans le respect des autres. Les plus hardifs se lancent le plus souvent la nuit. Mais le son qui sort d'eux ne dépasse pas celui de l'Okibou. Ils sont arrivés, jeunes, moins jeunes. Qu'importe maintenant. Les blessures ont aplani les différences. Les 10 places sont occupées. La chambre a fait le plein. Penancier et Veil ont été installés à chaque côté de mon lit. Penancé fait ses premiers pas, sans toutefois lâcher les barreaux de son lit. On l'a libéré de son ouvre-bouche, qui ne donnait pas les résultats espérés. La pince en bois qui lui a succédé a également déçu. On lui a finalement préféré le sac de charbon qui prend appui dans sa mâchoire inférieure à l'aide de cordelettes. Toutes les après-midi, on passe une heure debout, dos au mur, une sangle au fond qui plane la tête contre le mur afin qu'elle ne bascule pas sous l'effet du sac de charbon qui tire la mâchoire vers le bas. Et tout cela se passe dans une salle qu'on appelle la chambre des suppliés. Un local effrayant où les blessés se succèdent pour des exercices au cours lequel des appareils diaboliques sont censés venir à bout des problèmes de constriction. Les résultats ne sont pas fait attendre. Il a gagné 1,5 cm d'ouverture en 7 semaines. Plus que 3 ans et il sera en mesure d'ouvrir le bec aussi largement
que le corbeau de la fontaine. Penanster fait sa prière dans l'obscurité, matin comme soir. Je me demande ce qu'il peut bien lui dire et comment il peut lui parler sans l'engueuler. Veil ressemble à un crâne préhistorique. Les sinus salaires, sa lèvre inférieure est épaisse et lui donne un air boudeur. Cet homme-là sait rire avec ses yeux. La fumée de l'aérophage en flamme lui a brûlé la bronche et les cordes vocales, mais je sais qu'il serait le premier à reparler. Et quelque chose me dit qu'on ne le regrettera pas. Avec l'arrivée des nouveaux, on a augmenté le nombre d'infirmières. Je m'étonne qu'elles soient de plus en plus jeunes et de plus en plus jolies. J'imagine qu'on a souhaité engayer le paysage ordinaire des grands mutilés pour leur mettre du baume au cœur. Je m'en ouvre à l'infirmière chef, ma complice, qui s'occupe de moi comme un nouveau-né, à l'aide de ma petite ardoise de ma craie. La vérité, me chuchote-t-elle, à l'heure de la sieste, c'est qu'on a mis les plus jeunes à votre étage, parce que plus bas, elles ne gênent pas pour aguicher les blessés. Vous pensez, des mois sans hommes, tous partis à la guerre, le résultat, c'est que quand ça commence à fricoter, c'est venu aux oreilles du médecin-chef, qui a piqué une colère et a décidé d'envoyer les plus jeunes à l'étage des maxillofaciaux. Comme ça, elles ne seront pas tentées, a-t-il dit. Alors que la petite course semble engongée dans les premiers froids de l'hiver, le médecin m'annonce qu'une maternité parisienne a eu l'obligeance de recueillir le corps d'un enfant mort-né et de le lui transmettre. Les principales pièces du squelette ont été prélevées et, précise-t-il, non sans une certaine satisfaction, conservées à la glacière dans de la vaseline. Les conditions de votre opération sont réunies. Nous allons vous opérer le matin à l'aube. C'est une grande opération et, à ma connaissance, une première dans le domaine de la greffe de maxillaire supérieur. Évidemment, il faudra compter 2 ou 3 mois de consolidation. Je refais inlassablement le même calcul. 3 mois pour la mâchoire supérieure, puis 3 mois pour le palais. Si tout se déroule normalement, dans 6 mois je parle. Encore 6 mois pour tirer le rideau sur tout ça. Rabattre lèvres supérieures et joues, et me voilà au grand air. Aux premières lueurs du jour, quand redevient paisible, que le sommeil a enfin pris le pas sur la douleur de ceux qui souffrent le plus, on vient me chercher. Lycéen, j'étais un professeur de lettres, amateur de mythologie grecque, qui nous racontait souvent l'histoire de Sisyphe. Elle n'avait pas grande signification pour l'écolier que j'étais. À chaque veille d'opération, le mythe de l'homme qui roulait sa pierre m'est venu à l'esprit. La forme de punition a changé, sa gravité aussi, mais il faut bien qu'elle soit à la mesure des moyens de destruction qui sont devenus les nôtres. Je rentre une fois de plus dans les vapeurs des terres pour en sortir la tête écrasée contre un étau qui se serre jour après jour et ça recommence. Plus la guerre se prolonge, plus les blessés sont nombreux, plus les doses de morphine post-opération diminuent, plus on souffre, mais moins on en parle. Sinon, on ne parlerait que de cela, tant les opérations se succèdent au plus profond des tissus d'une intimité nerveuse lassée des assauts répétés pour les résultats qui, lorsqu'ils sont apparents, relèvent davantage du plâtrage grossier que de la chirurgie esthétique. On renvoie chez eux les types au visage vaguement rafistolés, superposition d'escalopes de veau couturés, greffons animés d'une bonne volonté changeante, et il n'est que la position des yeux pour vous convaincre que leur visage ne serait pas à l'envers. Heureusement, on commence à être approvisionné en Bordeaux. Noir, blanc, yeux droits, yeux gauche et demi-visage identiques, qu'il s'agisse de masquer le bas ou dissimuler ce qui s'étend de la lèvre supérieure au front.
Il n'y a pas d'orifice pour les yeux dans ces confections standards. Rares sont ceux qui sont touchés en haut du visage, n'ont pas laissé leur globe sur le champ de bataille. Pour les chanceux, il suffit de découper un ou deux trous de la taille d'une grosse pièce et ils ont tout le temps pour le faire. En général, le signe du retour à la vie après les opérations, c'est le retour à la table de jeu. Un tabouret, en vérité. C'est là qu'on bat la belote. La bonne nouvelle, c'est que Veil recommence à parler, avec la voix d'outre-tombe, mais il est bien le premier d'entre nous à sortir du mutisme. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on tente de lui greffer de la peau pour lui reconstituer le nez. La greffe n'est rien en soi, c'est la méthode qui compte. On est revenu à la méthode de greffe à l'italienne. On fixe une poignée du blessé sur le sommet de son crâne avec une attelle métallique ou un plâtre de façon que son biceps soit en contact avec son nez. Il suffit alors d'inciser la peau du biceps et de la faire adhérer au visage en attendant que la greffe prenne et que le visage revienne d'elle-même. La position biceps sur le nez, nuit et jour, dure des semaines, des mois, le temps que le bout de peau adhère sur le cartilage costal greffé dessous. Cette méthode n'est pas vraiment nouvelle, puisque, paraît-il, 2 siècles après Jésus-Christ, on l'employait déjà pour refertiliser les lambeaux de nez. Elle a le grave inconvénient d'immobiliser une main qui devient impossible pour les cartes. Sans parler du bras qui passe en plein milieu de la figure, accaparant la plus grande partie du champ de vision. Et des douleurs musculaires liées à l'inconfort de la position, aux fourmis qui grouillent dans le bras endolori et privent Veil de sommeil quant à la douleur des autres blessures lui laisse un peu de répit. La nuit, lorsqu'il repose, le triangle de son bras attelé ressemble au contour d'une voile de goële bretonne rentrant au port sur une mer d'huile. Mais Veil est catégorique. Je veux un nez, dit-il. Pas un petit nez, un vrai nez de juif. Veil ne doute de rien. Je ne sais pas encore très bien quelle est la part de frime dans son personnage, mais il fait un bien considérable à toute l'Assemblée. Il nous assure qu'avant une semaine, il aurait levé la petite infirmière rousse qui ramasse les bassins le matin, partant du principe que le charme n'a rien à voir avec la beauté, et que c'est précisément de sa laideur qu'elle va s'éprendre. Une semaine plus tard, il doit confesser son échec. Elle ne me trouve pas assez laid, conclut-il. J'ai pourtant fait ce que j'ai pu. Sa greffe sera un échec. Le greffon se mettra à pourrir car les chairs qui l'accueillent sont trop faibles, trop meurtries, trop carbonisées. Veil devra se contenter d'un nez de carton, à demi-bec d'oiseau, qui servira de modèle à toute une gamme de nez en plastique, jusqu'à ce qu'on lui fixe une prothèse définitive. Un nez sorti d'une poupée d'enfant, d'une matière plus proche par sa couleur et sa souplesse que de la peau humaine, mais dont l'aspect lisse se tranchera sur le visage définitivement tuméfié, dont chaque morceau a sa propre teinte entre sang et charbon. Parmi ceux qui nous ont rejoints au début de cet hiver 14, 2 sont morts sans jamais avoir repris connaissance. Tous les autres avaient été atteints au crâne. À la fin du mois de janvier 15, un tout jeune lieutenant d'infanterie a été transporté dans notre chambre. Il s'était fracassé la mâchoire en se tirant un coup de pistolet sous le menton. Là-bas, elle a réussi la partie la plus spectaculaire de son travail en labourant une tranchée verticale sur la face, sortant avant de ressortir par le nez, mais le cerveau n'a pas été atteint. On l'a placé à gauche du lit le penancer. La rumeur parle du suicide devant l'ennemi, ce que paraît confirmer la trajectoire de la balle. Dans mon esprit, comme dans celui de mes camarades, il s'agissait d'un acte de trahison. Pour Penancer, qui était catholique, la chose est d'autant plus moins pardonnable. Il demande par écrit qu'on déménage le lendemain dans une autre salle, mais les places manquent. Les parties de cartes reprennent en lui tendant le dos.
Je reçois 2 lettres par semaine de ma famille et je leur en écris une. Il existe une sorte de convention entre nous qui vise à ne jamais parler de l'essentiel et se diluer dans l'accessoire. Des lettres qu'on pourrait aussi bien écrire enfant d'une colonie de vacances où l'on évite soigneusement de rapporter les émotions bonnes ou mauvaises nées à la vie du groupe pour évoquer que le dormir, le boire et le manger. Toutes mes lettres respectent cet ordre dans la narration. On est là pour seul objectif de maintenir ma famille à distance, de l'endormir. Ma mère me dresse régulièrement la liste des enfants de la commune dont on est sans nouvelles. De Lascagne, les Villes-Jacques, les Louradours, d'Espieuses et les 2 fils Castelbugin. Quand nous étions encore enfants, la mère des Castelbugin s'inquiétait de tout pour ses 2 fils. Des sabots des chevaux, des serpents dans les pierres, des escalades dans les arbres. Chacun de nos gestes était porteur de drame. Et à chaque fois que nous raccompagnions les 2 frères chez eux, Bonnard et moi, elle nous attendait sur le pas de la porte, les yeux larmoyants, et elle avait déjà cette phrase qui nous faisait rire d'avance. Mes pauvres enfants, comme je me suis fait du souci. Je ne m'en fais pas trop pour eux. Ce sont des débrouillards. Ils finiront bien par retrouver leur chemin. J'ai appris par Bonnard, à qui j'avais demandé de se renseigner, que Chabrol est mort 3 semaines après le début des combats, probablement lorsque sa gourde s'est retrouvée vide. Les lettres de sa sœur Pauline sont plus lourdes et je les sens plus inquiètes. Je sais que c'est elle qui les a envoyées, qui a envoyé les Chamontel, nos cousins, de Nogent-sur-Marne, en reconnaissance à l'hôpital pour me voir. Je les ai fait éconduire en prétextant des soins. Je m'attendais à la voir surgir un jour ou l'autre. J'en viens presque à remercier les Allemands de bombarder Paris et d'en tenir éloigné tous ceux qui voudraient me venir. Mon grand-père a simplement ajouté un petit mot au bas de la lettre de Pauline. C'est bien mon garçon. Tu fais honneur à ton pays et à ta famille. Ma greffe osseuse ne prend pas. Le chirurgien m'assure qu'il n'a pas dit son dernier mot. Je suis pas près d'en dire un. L'infirmière qui a conduit Veil passe près de mon lit et s'arrête et lui montre mon ardoise. Elle patiente pendant que j'écris. Voulez-vous voir quelque chose que vous ne verrez jamais chez aucun autre homme? Comme de l'autre main, je retiens mon drap serré à la taille. Je vois la couleur pourpre lui montrer au visage. Puis je la fixe dans les yeux et je tire la langue par le nez. Même Penancier en sourit de son seul œil valide. La petite infirmière détale. Pour la première fois, j'ai fait le tour à l'étage par le couloir circulaire. Je suis parti seul. J'ai croisé quelques regards familiers, habitués d'infirmières. D'autres n'ont pas su soutenir croiser le mien. Je me suis avancé jusqu'aux fenêtres qui donnent sur le boulevard de Port-Royal. Des tramways, des fiacres, quelques automobiles, un homme qui marche avec beaucoup d'assurance tenant en son bras une jeune femme blonde à l'élégante silhouette, un jeune homme pressé qui fait virevolter sa canne, des enfants qui courent devant une gouvernante au sans-coup, un groupe de jeunes gens qui se congratulent, la vie continue, comme une rumeur que le bruit du fond ne parvient pas à couvrir. On peut donc avoir 20 ans, ne pas être à la guerre, être entier. Ces gens du dehors ne sont pas les miens. Je suis bien mieux ici, au milieu de mes camarades. Je retourne à la chambre à petits pas. La tête me tourne du grand air des couloirs. Le chirurgien est persuadé de la nécessité d'une deuxième greffe. Ma mâchoire inférieure rebouge. Il suffirait que la langue puisse s'appuyer sur quelque chose en haut
qui fasse office de palais et je pourrais recommencer à parler. Les plaies externes sont toutes en bonne voie de cicatrisation. L'infirmière me conduit à la salle des moulages pour qu'on prenne l'empreinte de mon visage. Pourquoi un moulage? Je n'en sais rien et je ne veux plus rien savoir. Lorsque je pénètre dans la salle, je suis saisi d'effroi. Une trentaine de visages défigurés sont accrochés au mur comme autant de trophées d'une tribu guerrière. Cette difformité ordonnée sur des murs blancs est plus forte que moi. Je recule comme un cheval terrorisé par les fantômes et je file vers la chambre où Penanster et Vale m'attendent pour faire le troisième à la belote. Ils ont grand ouvert notre fenêtre à l'air encore chaud qui pénètre, annonce un automne qui tarde. Une lettre de ma mère est posée sur mon lit. J'ai toujours la crainte qu'elle n'ait appris la vérité, mais non. Elle me parle de mes menus, me recommande de manger du fromage pour faire des os, et ajoute pour finir qu'on a retrouvé les deux frères Castelbuja, à 2 jours d'intervalle, morts tous les deux. J'ai été le premier à occuper cette chambre. En 13 mois, j'ai vu défiler de nombreux camarades. Certains nous ont quittés sans plus de bruit qu'ils n'en avaient fait pour venir. D'autres, réparés, tant bien que mal, ont rejoint leur famille. Tous nous ont encouragés et ont promis de nous écrire pour nous dire ce qui avait changé dehors. Et l'ont tous fait. Pendant 1 an, nous sommes restés dans cette chambre sans nous en éloigner autrement que pour accourir le couloir circulaire à petites enjambées timides. Aucune musique, autre que celle de la douleur, n'est parvenue jusqu'à nos oreilles. Nous avons ingurgité 785 bols de soupe mélangés à de la viande hachée, et seul l'éther a pu réveiller notre odorat résigné. Nous nous sommes parlé le langage du poisson-mouche. Nous avons croisé quantité de jeunes et jolies femmes qui n'ont connu de nous que nos poses sur le bassin, l'odeur fétide exhalée par les blessures de l'intérieur, les expressions simiesques de nos traits déformés, de ces visages qui rient, déchirés par l'acier, au paroxysme de la souffrance. Certains s'en sont pris à Dieu de les avoir élus pour témoigner de cette destruction de l'identité. D'autres s'en sont remis à lui pour renflouer leur âme naufragée. Nous avons tous maudit l'allemand et tout avait été convaincu de notre utilité.